Comme des musiciens, nous réécrivons notre partition pour mieux résonner dans la vie des femmes. Nous perfectionnons nos produits, comme nous ajustons nos accords. Nous orchestrons nos projets, en alliant les compétences et les talents de chacun pour jouer à l'unisson la symphonie de la vie. Tout est pensé et repensé continuellement pour être en harmonie. En harmonie avec les attentes et les besoins de nos patientes. En harmonie avec les attentes des professionnels. Et en harmonie avec notre temps et les attentes sociétales. Cette agilité, nous la cultivons pour elles, pour eux et pour nous. Pour pouvoir se réinventer chaque jour et anticiper ensemble les changements de demain. Gédéon Richter, se réinventer pour construire ensemble. Bonjour à tous, je suis Elisangela Bourgeois du laboratoire Gédéon Richter et je suis ravie, très contente même de vous accueillir pour cette 3e e-conférence Focus Femmes Fertilité. Comme vous le savez, nous avons malheureusement pas pu tenir notre journée en présentiel comme aurait été notre souhait cette année et nous avons transformé notre journée en plusieurs webconférences. Aujourd'hui, il sera sujet de l'endométriose, une pathologie très fréquente malheureusement et qui se prête beaucoup de controverses. Et c'est pour ça que nous allons aborder aujourd'hui cette pathologie, l'endométriose, sous forme de controverse. Avant de commencer, j'aimerais remercier au nom de toute notre équipe à tous les orateurs qui nous ont suivis et qui ont accepté ce challenge de transformer notre journée en webconférence. C'est un format différent, mais qui nous permet de rester en contact, qui nous permet de continuer à partager la connaissance et de continuer à apprendre. Je passe tout de suite la parole à Hervé Fernandez et Paul Sago qui vont donc présenter et modérer cette session. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat sur la page que vous visionnez. C'est à vous, monsieur. Elisangela, merci. Paul Sago et moi, nous allons donc avoir le plaisir de participer à cette modération et essayer de filtrer la majorité de vos questions. Et je passe tout de suite la parole à Paul qui va s'occuper du début de ce webinaire. Merci Hervé. Je vais juste, pardon, 2 secondes. Simplement, donc, pour présenter la première controverse, traitement par progestatif avant FIV, impact sur la stimulation. 2 oratrices et orateurs. Anne Guivarch, que tout le monde connaît, endocrinologue qui travaille à la clinique de la Sagesse à Rennes et que tout le monde connaît bien pour tous les travaux qu'elle fait sur les progestatifs en AMP. Et Shadi Eliasbeck qui va nous donner son côté de plutôt chirurgical et qui travaille à Paris, à la clinique Chirès d'une part et à l'hôpital Foch d'autre part. Vous avez donc chacune et chacun 7 minutes pour nous laisser le temps de répondre aux questions que ne manqueront pas de susciter vos présentations. Anne? Eh bien, merci pour Elisangela et Gédéon pour l'invitation à participer à cette session. Alors, je suis loin s'en faut une spécialiste de l'endométriose. En revanche, les pré-traitements, c'est quelque chose qui m'a intéressée depuis déjà de nombreuses années.
C'est assez simple puisqu'en fait, il y a des guidelines qui viennent d'être publiées en 2020 sur les pré-traitements, justement, en fécondation in vitro, mais en fécondation in vitro en général cette fois-là. Donc, dans le tableau du haut, vous avez la méta-analyse de FACAR de 2007 sur laquelle s'est basé beaucoup des recommandations. Et donc, dans le premier tableau, vous avez les pré-traitements progestatifs seuls et dans le tableau d'en bas, les œstroprogestatifs. Alors, que disent les guidelines? Ils disent que les progestatifs, ça n'a pas d'intérêt et qu'il faut plutôt éviter. Parce qu'en fait, il y a très peu d'études, les séries sont avec des effectifs très faibles, donc grosso modo, on peut pas vraiment conclure, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est ce qui est dit. Pour les œstroprogestatifs, par contre, les guidelines sont très sévères puisque contre-indiquent quasiment l'utilisation des œstroprogestatifs en pré-traitement. Or, il faut quand même savoir qu'il y a énormément de centres qui utilisent la pilule pour programmer leur activité de fécondation in vitro dans le but de la programmation. Et il y a dans la littérature, mais vraiment des gens qui se déchirent pour dire que les œstroprogestatifs sont délétères ou pas. Et celui qui est qui dirige la fronde contre les œstroprogestatifs, c'est George Griesinger. Et donc, dans les guidelines qu'il a largement organisés, puisque c'est lui qui était le référent, et bien donc, il ressort que les œstroprogestatifs sont plutôt contre-indiqués dans le pré-traitement. Alors, vous voyez que dans les lignes intermédiaires, on nous tolère quand même la possibilité de programmer l'activité, soit avec les œstrogènes, et ça nous intéresse bien sûr en France, parce qu'on l'utilise beaucoup, et puis la progestérone. Alors, en fait, nous avions fait une étude randomisée il y a de ça déjà quelques années avec le groupe GEMER. Alors, le groupe GEMER était piloté par Jean-Noël Hugues à l'époque. Donc, il y avait entre autres Isabelle Cédrin qui a fait des travaux tout à fait intéressants sur l'hormonologie du pré-traitement. Et donc, nous avons commencé en 2008, je pense, donc cette étude randomisée qui visait à évaluer l'efficacité des pré-traitements. Et on avait donc 3 bras, donc pas de pré-traitement dans un bras. On avait utilisé un progestatif non-stéroïde dans un des bras et à l'époque, on avait plutôt préféré prendre un progestatif qu'un œstroprogestatif. Et le 3e bras, c'était les œstrogènes, comme vous le savez. Après, nous avons pu publier les résultats là-dessus. C'était un protocole fixe antagoniste et ce qui était évalué, c'est le taux d'implantation. Donc, nous avons présenté à l'ECHRE en 2009 les résultats intermédiaires de cette étude randomisée à 3 bras. Et malheureusement, le bras progestatif, on a été obligé de l'interrompre puisque le progestatif a été retiré de la commercialisation. Je vous invite à regarder quand même les taux d'implantation. Et en fait, on n'était pas très, très déçus d'arrêter le bras progestatif puisque en fait, les taux d'implantation n'étaient pas significatifs, mais avaient une tendance à des résultats inférieurs. Alors évidemment, les pré-traitements progestatifs ou œstroprogestatifs en fécondation in vitro, c'est pas tout à fait la même chose qu'un pré-traitement dans un contexte de fécondation in vitro et d'endométriose, puisque le pré-traitement en FIV en général, son objectif c'est de synchroniser la cohorte, de programmer l'activité. Et généralement, cette durée de traitement, elle est soit de quelques jours à maximum 3 semaines. Et ce qu'on peut dire globalement, c'est que les résultats sont au mieux neutres. Il n'y a pas de valeur ajoutée au pré-traitement, probablement. Y compris d'ailleurs les œstrogènes qu'on utilise, mais c'est quand même un outil tout à fait intéressant pour organiser l'activité. Quant au pré-traitement de la FIV et de l'endométriose, bien sûr, l'objectif, il est différent parce que réduction des paramètres inflammatoires, éventuellement réduction de taille de l'endométriome, l'intérêt potentiel sur l'endométriose. Et puis j'ajoute surtout, c'est que beaucoup de femmes sont sous progestatif au long cours parce que pour réduire la douleur et rendre leur vie à peu près acceptable. Et dans ce contexte-là, la durée de traitement, elle est bien sûr beaucoup plus importante, de 3 à 6 mois, voire même en continu. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup d'études, mais il y en a une qui est en cours, qui est une étude randomisée en cours et qui vise tout simplement à répondre à une question que tout le monde se pose depuis très longtemps. Si on met un pré-traitement avant de faire une FIV dans un contexte d'endométriose, est-ce que c'est mieux de mettre une pilule ou un progestatif ou un agoniste retard? Et donc, cet essai qui est mené par les Néerlandais, c'est une pilule qui a été choisie pour comparer aux agonistes. Donc, la réponse, c'est, je pense, dans 2 ou 3 ans. Et de façon récente, il y a 3 publications avec le Dienogest qui intéresse bien sûr, on l'imagine bien, le laboratoire Gédéon. Alors, je n'ai gardé qu'une seule étude prospective qui existe avec le Dienogest. Donc, on a comparé une frénation de 3 mois avec le Dienogest avec un protocole agoniste versus un agoniste sans frénation antérieure. Donc, alors évidemment, la réponse dans le bras qu'on avait plus freiné a été moindre, même en termes d'ovocytes obtenus. Donc, la comparaison est un peu
un peu dommage puisque le protocole de stimulation utilisé a été le même. Et simplement, ce que je veux mettre en exergue ici, c'est que, vous voyez, dans l'implantation, et alors, ça n'est pas significatif, mais on a une tendance néanmoins à un taux d'implantation qui est aussi moindre dans le bras progestatif, donc ce qui se rapprocherait de ce que nous avions retrouvé aussi dans l'étude GEMER. Donc, tout ça pour dire que si l'implantation est impactée avec un traitement prolongé par progestatif, eh bien, je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas un autre axe possible pour l'utilisation progestative endométriose et fécondation in vitro. Ce serait tout simplement de conserver le traitement progestatif de la femme. Et comme vous le savez, il y a maintenant beaucoup de travaux qui ont été faits, et j'ai mis ici le papier de Nathalie Massin de 2017, où on dit que quand on utilise un progestatif, quand on garde un progestatif, on n'a pas besoin d'utiliser un autre bloqueur de l'ovulation, et ça fait des traitements qui peuvent être tout à fait simples pour les femmes. Donc l'idée serait de ne pas arrêter le traitement progestatif que ces femmes ont et de faire la stimulation sous progestatif. Alors bien évidemment, dans ce contexte-là, eh bien on doit faire un transfert différé, puisque bien évidemment il n'est pas envisageable de faire un transfert dans ce contexte-là. Alors c'est déjà utilisé dans le don d'ovocytes, et là il y a une publication des Belges sur des femmes qu'on stimule et qui ont un stérilet Mirena, et donc leurs résultats, et y compris sur les grossesses obtenues chez les receveuses, semblent identiques, ce qui en tout cas confirme l'idée que les embryons que l'on constitue sous climat progestatif sont tout à fait aptes à l'implantation, à condition qu'ils soient utilisés de façon différée. Et donc juste pour vous montrer un poster qu'on avait fait l'année dernière à la FFER, qui relate notre expérience de l'utilisation effectivement de la stimulation des donneuses d'ovocytes en gardant leur progestatif. Et donc on avait 11 stérilets, on avait un implant et 4 pilules progestatifs purs, des ogestrel, et puis tout simplement pour dire que nos résultats étaient comparables, mais c'était seulement 17 cas à ce qu'on avait obtenu comme stimulation avec un protocole antagoniste classique. Voilà, donc c'était juste éventuellement une piste pour progestatif et endométriose. Je vous remercie. On va passer la parole à Shadi Yazbek pour la deuxième, pour la suite de la présentation. Et discussion après, n'hésitez pas à poser vos questions. Shadi, à toi. Merci Hervé, je remercie Gideon Richter pour avoir m'invité à cette session. Je vais essayer de partager l'écran avec vous. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, moi, je vais parler un peu de l'aspect impact sur la stimulation des progestatifs et voir avec vous si cet impact est significatif ou pas. Donc, du point de vue endocrinologique, l'effet recherché sur l'axe hypogonadotrope, c'est surtout un blocage qu'on recherche par les progestatifs, que ce soit pour l'aspect thérapeutique, notamment dans l'endométriose, ou pour l'aspect stimulation en réduisant les pulsations de GnRH, ce qui permettrait de bloquer le pic de LH et l'ovulation prématurée. Alors, c'est ce qu'on appelle le progestérone priming. Nous avons essayé de revoir dans la littérature les études comparant progestérone priming avec protocole antagoniste. Et une méta-analyse très récente qui vient d'être publiée il y a quelques jours montre bien que en termes de comparaison progestérone utilisé pendant les stimulations ou antagoniste, qu'il n'y a pas de différence significative en termes de durée de la stimulation, en termes de dose de gonadotropine utilisée ou en termes de nombre d'ovocytes recueillis. Alors, même chose en termes d'ovocytes matures. Ça, c'est dans le cadre d'une comparaison avec les protocoles antagonistes. Également, les études un peu moins importantes, mais à effectif assez important, ont montré aussi qu'il n'y a pas de différence dans le taux de naissance vivante par transfert embryonnaire et notamment ni de différence dans le taux de grossesse clinique évolutive, sachant que dans le bras progestérone, on avait une tendance vers une augmentation de taux de grossesse clinique.
Alors, concernant les protocoles agonistes, donc comparaison avec les protocoles longs agonistes, même chose, donc cette méta-analyse a pu aussi ressortir des réponses en mettant en relief l'aspect anodin d'un traitement progestatif, vu que comparant avec les protocoles agonistes, on avait quand même des résultats en termes de durée de stimulation, de dose de gonadotropine et de nombre d'ovocytes recueillis, qui est équivalent, même avec une tendance qui est plus importante d'avoir plus d'ovocytes dans le bras traitement progestérone que dans le bras avec agoniste GnRH. Alors, même chose, donc au niveau du taux de naissance vivante et au niveau du taux de grossesse évolutive, nous n'avons pas de différence. Ce qui prouve sur ces études-là qu'il y a effectivement une certaine efficacité et une équivalence de réponse en utilisant des progestatifs en cours d'une stimulation ovarienne. Alors, il faut prendre avec précaution ces résultats parce qu'il s'agit effectivement d'études hétérogènes, même si dans cette méta-analyse, nous avons 5 essais randomisés, mais ils sont pour la plupart asiatiques. Alors, qu'en est-il pour Dienogest? Donc, je cite effectivement sur Dienogest l'étude de Barra en 2020. C'est une étude rétrospective qui a comparé 88 FIV d'emblée versus 63 pré-traitement par Dienogest 3 mois à l'avance. Alors là, la comparaison était plutôt sur des protocoles antagonistes dans les deux bras, mais dans un des bras, il y a eu Dienogest 3 mois avant, et sur une endométriose qui n'a pas été opérée auparavant, et on trouve un meilleur taux d'implantation, un meilleur taux de grossesse dans les groupes traités que dans les groupes non traités. Alors, sur la population de Muller 2017, c'est une cohorte prospective. On retrouve effectivement, en comparant 3 groupes, Dienogest versus agoniste GnRH versus un groupe 3 sans aucun traitement hormonal dans les 6 mois qui précèdent une FIV, et chez 144 patientes infertiles qui ont eu déjà une célioscopie, une chirurgie pour kyste endométriosique. Donc, ce sont des stades 3 et 4 de la maladie. On retrouve un effet positif dans les groupes 1 et 2, donc équivalent entre Dienogest et agoniste GnRH versus le groupe 3 où il n'y a pas eu aucun traitement dans les 6 mois qui précèdent la FIV. Alors, qu'en est-il du priming sur la qualité ovocytaire, un point qui a été suscité par Anne sur sa présentation. Donc, l'effet de progestatif sur la qualité ovocytaire, est-ce qu'il est évident ou pas? Donc, sur la base scientifique, on pense que déjà, ce qu'on a démontré avec la dernière méta-analyse, que la stimulation avec des progestatifs donne un nombre d'ovocytes similaires et un taux de grossesse par transfert qui est comparable. Alors, des études préalables qui ont été faites sur les stimulations ovariennes dites random start et les stimulations ovariennes en phase lutéale sont plutôt rassurantes quant aux observations et aux résultats qui ont été obtenus. Et puis, l'étude qui va enlever tout doute sur la qualité ovocytaire embryonnaire, c'est l'étude en PGTA qui a été faite très récemment par la Marca et qui montre que, en termes de comparaison, les stimulations ovariennes avec progestatif, comparant avec les conventionnels, on a le même taux de ploïdie dans les deux groupes étudiés. Donc, le principal problème de la progestérone reste le problème de l'élévation de la progestérone le jour de l'HCG. Cet aspect a été étudié beaucoup dans la littérature, avec un taux de naissance vivante qui peut être affecté à cause de cette problématique sur l'implantation, mais pas forcément sur la stimulation ovarienne ou sur la qualité embryonnaire. D'où l'importance de la condition nécessaire, c'est de différer le transfert embryonnaire du moment où on utilise des progestatifs, surtout en priming ou en cours de stimulation ovarienne.
Donc, pour conclure, j'ai essayé de respecter les temps. Moi, je peux dire que d'après les études scientifiques, on n'a pas d'effet global négatif des progestatifs sur la stimulation ovarienne, notamment en termes de nombre d'ovocytes ou de réponse ou de qualité ovocytaire ou embryonnaire. Cela permet d'éviter d'utiliser des analogues en prenant de la progestérone. Ça peut être plus facile pour les patientes et puis ça peut être spécifiquement indiqué dans l'endométriose, pourquoi pas dans l'adénomyose avant des traitements, des protocoles de FIV. Alors en termes de coût, je pense qu'on est effectivement sur un coût-efficacité qui est assez intéressant. Et puis bien sûr, toutes ces études sont des études préliminaires, même si la méta-analyse, comme j'ai dit, regroupe pas mal d'essais cliniques, mais on a besoin encore d'essais randomisés, notamment sur l'efficacité et l'innocuité de la progestérone. Mais déjà, les études qui sont déjà publiées sont plutôt rassurantes. Je vous remercie. Merci à tous deux. On va peut-être... vous nous entendez ou non? Oui. On va peut-être essayer de rapporter certains propos qui ont été évoqués sur les chats. Si on reprend les données, on parle endométriose, on parle adénomiose, c'est pas tout à fait la même chose. On parle recrutement folliculaire et qualité ovocytaire et on parle transfert d'embryon ou forcément des transferts différés, ce qui sous-entend quand même que, encore une fois, la congélation, la vitrification embryonnaire n'a pas d'impact par la suite, or on le sait, en termes de croissance placentaire, en termes de croissance fétale, etc. Donc, globalement, est-ce que pour vous, vous dissociez complètement les deux domaines chez ces patientes qui, de toute façon, sont antalgiques du fait de leur endométriose, entre le transfert frais, immédiatement après la ponction, qualité ovocytaire embryonnaire et qualité endométriale. Et si vous ne le faites pas à ce moment-là pour faire du différé, qu'est-ce que vous proposez pour ces patientes qui bénéficieront secondairement d'un traitement de préparation de la muqueuse endométriale pour TEC? Alors, je vais répondre rapidement sur l'aspect utilisation des progestatifs. Donc, on a deux solutions. Ou bien on va les utiliser 3 mois avant la fécondation in vitro, ce qui nous permet de pouvoir transférer en frais lors d'un protocole qu'on va utiliser après, ou bien comme ce que la littérature a mis en priming, c'est-à-dire en utilisant la progestérone en cours de stimulation ovarienne. Là, malheureusement, on va être obligé de différer le transfert. Donc, bien sûr, il y a une possibilité et l'autre. Maintenant, en termes d'indication, je pense que l'endométriose peut être une bonne indication vu que l'effet des progestatifs est plutôt bon sur les symptômes. Et après, il faut évaluer quel est l'intérêt. Est-ce qu'on fait un traitement direct ou un traitement long de progestatifs en fonction de la douleur et puis redémarrer un cycle après? Bien sûr, si on utilise la progestérone en cours de stimulation, le transfert d'embryon sera différé et congelé. Donc, sur un protocole d'après, moi, je partirais sur un traitement hormonal substitutif classique ou aidé par un pré-traitement agoniste. Maintenant, bien sûr, l'idée d'utiliser de nouveau la progestérone peut être intéressante, mais on n'a pas encore d'études là-dessus. Je ne sais pas si Anne a d'autres réponses. Alors effectivement, il y a deux sujets qui sont différents. Il y a effectivement la progestérone en pré-traitement pour préparer le cycle de fécondation in vitro que l'on va faire avec l'objectif de transférer un embryon frais derrière. Donc là, j'émettais des réserves sur ces pré-traitements sur la base de ce qui a été dit. Et donc, on arrive sur un autre sujet qui est beaucoup d'actualité, que Shadi a beaucoup développé, c'est le fait de faire des simulations d'ovulation en climat progestatif. Et ça semble tout à fait intéressant. Et c'est vrai que j'ai pris l'exemple des donneuses, parce que c'est vrai que nous, maintenant, nos donneuses d'ovocytes, on ne leur rêve pas leur Mirena. Si elles sont sous pilule, on fait leur stimulation sous pilule ou sous implant. Et que donc, ces femmes qui sont très algiques et qui sont sous progestatif au long cours ou sous œstroprogestatif, l'idée de leur faire leur stimulation dans ce climat progestatif-là et de faire tranquillement, effectivement, après le transfert des embryons. Alors,
en cycle substitutif. Et effectivement, après, il faut s'intéresser à comment est-ce qu'on fait un traitement optimum substitué un traitement substitué pour qu'elles reçoivent les embryons cette fois-là dans les meilleures conditions, semble une option qui est tout à fait intéressante, à la fois dans le don d'ovocytes et effectivement dans l'endométriose. Donc, je pense que le transfert frais avec pré-traitement progestatif, une question m'a été posée, c'est de savoir si on fait ça, quel est le wash-out optimal. Alors, c'est, semble-t-il, au moins 5 jours d'arrêt du progestatif avant de commencer une stimulation si on veut faire un transfert frais derrière. Mais je pense que cette option-là risque en fait de tomber un peu en désuétude au profit de la stimulation directement sous progestatif, ce qui au niveau douleur pour les patients semble tout à fait possiblement en tout cas beaucoup plus confortable pour elles. Merci à tous deux. Hervé, tu lances la deuxième. Donc la deuxième présentation où il y aura une discussion entre Hélène Creux qui est spécialiste en AMP à la clinique Saint-Roch à Montpellier et Stéphane Plotot qui est chirurgien gynécologue au CHU de Nantes pour savoir un peu leur position en cas d'endométriose profonde. Est-ce que l'on commence par une FIV d'emblée ou est-ce qu'il vaut mieux préférer la chirurgie d'abord? Il y a eu les recommandations du collège qui ont été faites en 2019, donc ceci pourra être un point de départ de la discussion et donc nous les écoutons. Donc je passe en premier la parole à Hélène Creux pour, oui, en première intention, la FIV. Hélène, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Tout d'abord, écoutez, je tiens à remercier le laboratoire Gédéon Richter de m'avoir proposé de participer à ce focus sur les controverses en endométriose et donc à débattre en faveur de la FIV en première intention en cas d'endométriose profonde. Vous verrez durant cette présentation que les arguments pour la FIV en première intention sont nombreux. Et je ne doute pas de vous convaincre. Alors, le premier argument en faveur de la FIV en première intention en cas d'endométriose profonde, ce sont effectivement les recommandations pour la pratique clinique rédigées par l'HAS et le SENGOF et parues en décembre 2017, qui présentent donc la FIV comme une technique permettant d'augmenter les chances de grossesse chez les patientes atteintes d'endométriose profonde. Ces recos insistent bien sur le fait que les études parues jusqu'à présent, qui sont principalement des études rétrospectives, ne sont pas en faveur d'une prise en charge chirurgicale avant FIV si l'endométriose profonde est bien tolérée cliniquement. Les recommandations indiquent également que la chirurgie pour endométriose profonde n'augmente pas les chances de grossesse en FIV. Selon ces RPC, ce n'est qu'en cas d'échec d'une ou plusieurs fécondations in vitro que la chirurgie devrait se discuter en réunion multidisciplinaire. Et enfin, ces RPC insistent également sur le risque important de complications post-opératoires de ces chirurgies, souvent invasives, et appellent également les chirurgiens à la prudence lorsqu'ils opèrent des endométriomes, en raison du risque important d'altération de la réserve ovarienne qui est associée à ce type de chirurgie. Alors cette notion est quand même importante parce qu'il faut savoir que la prévalence des endométriomes en cas d'endométriose profonde est d'environ 50%. Le deuxième argument pour la FIV en première intention, en cas d'endométriose profonde, ce sont les taux de grossesse tout à fait satisfaisants en FIV réalisés dans cette indication. Globalement, dans la littérature, les taux de grossesse clinique sont rapportés autour de 42-44%, les taux de naissance vivante entre 32 et 34%, ce qui est finalement équivalent aux autres indications. Comme l'a montré Barbosa, lui a comparé dans une étude rétrospective les taux de grossesse donc en FIV pour endométriose versus infertilité masculine et ne retrouve donc aucune différence statistiquement significative. Le troisième argument pour, c'est le faible taux de complications post-opératoires de la ponction FIV. Sur une grande série de plus de 23 000 ponctions, Levi-Setti a rapporté un taux de complication de la ponction de 0,4% au total, avec principalement des hémopéritoines pour 0,23% et un taux d'infection pelvienne très faible de 0,02%.
Dans son analyse multivariée pour établir donc quels sont les facteurs de risque de ces complications de la ponction FIV, l'endométriose profonde ne ressort pas. Donc, ce qui ressort, c'est le BMI, un nombre d'ovocytes ponctionnés élevé, une durée de ponction également élevée et l'expérience du chirurgien. En tout cas, voilà, la ponction FIV apparaît comme un geste tout à fait sécuritaire. Autre élément aussi dans la littérature, c'est que le taux d'hyperstimulation ovarienne lorsqu'on réalise des FIV pour endométriose est légèrement inférieur aux autres indications parce que le nombre d'ovocytes ponctionnés est également légèrement inférieur, mais donc sans impact sur les taux de grossesse, d'implantation ou de naissance vivante. Le quatrième donc, argument en faveur de la FIV en première intention en cas d'endométriose profonde, c'est l'absence d'aggravation ou de récurrence de l'endométriose suite à une stimulation ovarienne pour FIV. Le fait que la stimulation ovarienne pour FIV pouvait aggraver l'endométriose a longtemps été évoqué par les cliniciens, mais en fait il s'agit d'une idée reçue, d'un mythe, comme l'ont montré les recommandations de Lécheret parues en 2014 et qui sont donc confortées par d'autres publications plus récentes. Donc, suite à une stimulation ovarienne pour FIV, il n'y a pas d'aggravation des symptômes de l'endométriose, ni une augmentation du risque de récurrence. Le cinquième et dernier argument en faveur de la FIV en première intention, c'est la balance bénéfice-risque qui est très en faveur de la FIV. En effet, donc, la chirurgie de l'endométriose profonde avec atteinte colorectale est une chirurgie qui est difficile, très risquée. Le taux de complications rapporté, alors suivant les études, les équipes, varie de 3 à 50%. Donc, si on prend l'équipe de Tenon, donc, qui est une équipe qui a une très grande expérience dans ce type de chirurgie, eux rapportent des taux de complications de 7,6%, dont 2,7% de fistules recto-vaginales. Les autres complications rapportées sont l'occlusion intestinale, l'hémorragie digestive, la fistule urinaire, les abcès pelviens profonds. De plus, ces chirurgies sont souvent incomplètes, à fort risque adhérentiel, et le risque de récidive post-opératoire n'est pas nul. Donc ainsi, les arguments pour la FIV en première intention sont nombreux. Donc les recommandations HAS-Sengoff en faveur de la FIV en première intention pour des endométrioses profondes bien tolérées cliniquement, les taux de grossesse très satisfaisants en FIV, la FIV qui reste donc une procédure peu risquée comparativement à la chirurgie de l'endométriose profonde avec atteinte colorectale. Donc le rapport risque-bénéfice est très en faveur de la FIV en première intention. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette présentation. Donc, on va passer la parole à Stéphane, qui va défendre manifestement la nécessité d'opérer en premier. Stéphane, je te passe la parole et ensuite nous ouvrirons la discussion avec l'équipe. Merci Monsieur Fernandez, merci Elisangela et merci à Gédéon pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là. Et je remercie également Pierre Collinet qui connaît bien le sujet et qui m'a fait l'amitié de me permettre d'emprunter certaines de ses diapos. Bon, Madame Creux a mis la barre assez haute. Hein. Moi, je vais me mettre dans la peau du gars qui veut opérer à tout prix et qui trouve que finalement la FIV n'est pas le bon moyen en premier lieu. Donc voilà. Mais la barre est haute, j'en suis tout à fait conscient. Donc, alors attendez, voilà. La base du problème, évidemment, c'est que les traitements médicaux sont tous contraceptifs, ce qui rend la chirurgie ou la PMA comme unique possibilité chez les patientes porteuses d'endométriose qui essayent d'être enceintes. Et les progrès en AMP et les publications relativement nombreuses qui prétendent que la chirurgie n'augmente pas les taux de succès en FIV ont été à la base de ce débat qui nous occupe aujourd'hui. Chirurgie puis PMA ou alors PMA d'emblée. Et effectivement, les médecins de la reproduction publient beaucoup en faveur de l'AMP en première intention. Et l'efficacité sur la fertilité de la chirurgie de l'endométriose profonde avant prise en charge en AMP chez une patiente présentant une infertilité liée à endométriose n'est pas établie et Lécheret donc va dans la même direction.
Donc, je vais montrer quelques études. Cette première étude, tout d'abord, qui permettait d'évaluer le taux cumulé de grossesse après une prise en charge en AMP chez les patientes porteuses d'endométriome sur 103 patientes. Et d'emblée, effectivement, on remarque que la présence d'endométriose profonde en cas d'infertilité apparaît comme un facteur important, voire déterminant en termes de taux de grossesse chez une patiente qui est porteuse d'endométriome. Donc, on pourrait imaginer déjà que traiter cette endométriose pourrait d'emblée se discuter. D'autre part, la même étude montre qu'après 3 FIV ou FIVIXI, le taux de grossesse cumulé n'est pas amélioré et que la chirurgie, clairement, donc, a sa place. Enfin, dans cette étude qui est prospective et qui montre l'efficacité de la chirurgie, eh bien, les auteurs ont montré que la chirurgie de l'endométriose colorectale améliorait les résultats en FIV, avec, vous voyez à droite, des résultats en FIV après chirurgie qui sont loin d'être nuls et qui atteignent même, après 3 fécondations in vitro, 78%. La chirurgie de l'endométriose colorectale, donc complétée par la FIV ensuite, est une option convenable en cas d'infertilité, même et surtout, je dirais, en cas d'échec de la FIV. Ici, une série de patientes avec une endométriose profonde et qui essayent d'être enceintes avant l'indication en fécondation in vitro. Les auteurs ont exclu les patientes qui avaient une indication claire de FIV, c'est-à-dire les causes tubaires ou les causes masculines, ou alors les patientes qui refusaient la fécondation in vitro. Et parmi les patientes avec atteinte colorectale opérées avec une résection digestive, 25% ont été enceintes spontanément. Et 10% ont été enceintes après FIV avec un taux global de grossesse qui était de 35%. Et ces résultats qui représentent en fait la moitié des résultats observés chez les patientes qui ont une endométriose profonde sans infiltration digestive, c'est la colonne de droite, où 52% des patientes sont enceintes spontanément. Donc la question FIV avant ou après chirurgie, une étude encore ici qui est prospective, mais qui n'est pas randomisée, en ce sens que les patientes étaient libres de choisir entre la chirurgie ou la fécondation in vitro en premier lieu. Donc il n'y a pas de randomisation, c'est néanmoins prospectif. Et finalement, le taux de grossesse était significativement plus élevé dans le bras chirurgie, avec, vous le voyez, enfin, chirurgie suivie de fécondation in vitro ou FIVIXI, avec un taux de grossesse qui était de 41% au lieu de 24% dans le bras fécondation in vitro seul. Enfin, dans cette étude parisienne que l'on connaît et qui compare l'AMP en première intention et la chirurgie en première intention précédant la fécondation in vitro en cas d'endométriose colorectale, c'est une étude prospective, on peut voir du côté gauche le taux cumulé de grossesse vivante qui est plus important de façon significative si la chirurgie est en première ligne que si la FIV est en première ligne, et il en est de même sur le taux cumulé de grossesse. Et ce taux cumulé de grossesse est significativement plus haut chez les patientes ayant bénéficié d'une prise en charge chirurgicale avant FIV, en comparaison aux patientes ayant eu une FIV d'emblée, et ceci même en cas de facteurs négatifs comme une AMH basse. Donc, clairement, les auteurs concluent ici que la chirurgie a sa place, clairement, en cas d'infertilité associée à l'endométriose profonde. Donc, on aura beau dire que la chirurgie, maintenant, c'est quelque chose de dépassé. On aura beau dire que la chirurgie est cause d'adhérence et cause même d'une diminution du taux d'AMH, donc de la réserve ovarienne, eh bien, rien n'est clair et il reste compliqué de proposer d'emblée une AMP plutôt que la chirurgie en première intention. Est-ce que c'est un crime de proposer la chirurgie en première intention? Eh bien non, je ne pense pas. D'ailleurs, on peut même se poser la question, est-ce qu'il est convenable, est-ce qu'il est honnête ou est-ce qu'il est même éthiquement acceptable de dire à une patiente, ben oui, on va vous faire de la FIV d'emblée plutôt que de la chirurgie et je vous promets, vous aurez plus de chances d'être enceinte spontanément ou après FIV. Et je vous promets aussi, vous n'aurez pas de douleur liée à la stimulation comme on l'entend de temps en temps. Donc, il faut être extrêmement prudent et il ne faut pas privilégier tout le temps la PMA en première intention. D'ailleurs, même une question, c'est quel est le pourcentage de chirurgie en cas d'échec de FIV, en cas d'échec de 1, 2,
3, voire FIV. Et si on pose cette question-là, on voit que le pourcentage est loin d'être négligeable chez ces femmes infertiles qui ont de l'endométriose colorectale. Donc finalement, je suis d'accord, c'est du bon sens et je vais modérer un peu mes propos, mais on m'a mis dans un rôle qui est le mien, donc que j'ai pris à cœur. Mais finalement, tout se discute en RCP et on va prendre en compte de nombreux paramètres comme l'impact sur la qualité de vie des patientes, les priorités du couple. Voilà, il est évident qu'on ne va pas proposer de la FIV en premier lieu chez une patiente qui est pliée en deux et qui ne va pas bien du tout. La faisabilité de la chirurgie, je suis d'accord, la chirurgie est une chirurgie complexe, mais entre bonnes mains, eh bien, les risques sont assez limités. Et on évaluera également les autres paramètres qui sont les paramètres de FIV, les réserves ovariennes, le spermogramme et le reste. Et finalement, j'imagine que dans vos RCP, c'est comme chez nous, on va privilégier la chirurgie chez les patientes jeunes, chez qui on pourra également permettre d'essayer d'être enceinte spontanément pendant quelques mois après la chirurgie. Chez les endométrioses très sévères, avec un risque majeur urétéral, digestif et un impact majeur sur la qualité de vie. Et évidemment, en cas d'échec de prise en charge en AMP, et bien dans ces cas-là, ce sera chirurgie première, le plus complète possible, effectivement, mais tout en ayant à l'œil de ne pas altérer la réserve ovarienne, éventuellement complétée par la FIV dans les suites. Je vous remercie de votre attention. Stéphane, merci. C'est vrai qu'il est difficile quand même d'aller contre ce que font les recommandations, parce qu'en fait c'est une analyse exhaustive de la littérature. Là tu as sorti quelques papiers, mais quand on poule, en fait on s'aperçoit quand même que l'argumentaire est quand même un peu plus pour la FIV. Et cette année, en 2020, l'équipe de Charles Chapon a publié 2 papiers, un dans Reproductive Science et un ce mois-ci, je crois, dans Fertile Stérile, avec plus de 60% de grossesse après 3 tentatives de FIV chez des patientes qui ont des endométrioses pelviennes profondes, avec indication, si on les opère, de chirurgie digestive associée. Donc c'est pas très facile et ton rôle était difficile. Il y a quand même une question: comment tu expliques que la chirurgie colorectale améliore notablement les résultats en FIV? Par quel mécanisme? Puisque a priori, alors il y a un endométriome ou pas, mais dans les papiers c'est pas toujours aussi clair. Donc comment tu expliques ça? Tout d'abord, c'est vrai que moi, je me suis mis dans mon rôle. On m'a dit que mon rôle, c'était de défendre la chirurgie. Non, mais c'était très bien. Tu l'as pris à cœur, je suis d'accord. Voilà, mais je vais modérer quand même avec ce qu'on a l'habitude de faire dans notre centre. Mais voilà. Mais effectivement, d'abord, la chirurgie va peut-être permettre à ces patientes-là d'avoir des rapports qu'elles n'ont pas auparavant ou qu'elles ont très peu auparavant. Et je pense aussi que la chirurgie a l'avantage de diminuer peut-être l'inflammation locale, l'inflammation du pelvis, de diminuer les taux d'interleukine qui se trouvent dans le liquide péritonéal, mais également dans le liquide folliculaire, et ainsi d'améliorer la captation des gamètes. C'est une explication. Il y en a d'autres certainement. Hélène, vous avez une remarque à ça ou pas? Non, que je félicite Stéphane pour sa présentation, c'était pas facile, et que ta conclusion, en fait, je la trouve très juste. C'est-à-dire qu'effectivement, chez des patientes symptomatiques, et en particulier jeunes, il faut peut-être effectivement discuter la chirurgie. Parce que la question de fond, quand même, c'est qu'un grand nombre d'endométrioses pelviennes profondes avec atteinte digestive, il y a une adénomyose focale au niveau du torus, et qu'il n'est pas du tout exclu que l'infertilité de ces patientes, mais peut-être que ça va être la suite du topo après des 2 présentations, mais qu'une bonne partie de l'infertilité ne vienne pas tout compte fait de l'atteinte digestive, mais vienne de cette adénomyose focale qui va altérer beaucoup de facteurs immunologiques ou des facteurs d'implantation ou autres, et que moi je reste toujours dubitatif sur si on améliore notablement les taux de fertilité par la chirurgie. Qu'on augmente la fréquence des rapports, je suis complètement d'accord, puisque là c'est sûr que on leur supprime la dyspareunie qui est souvent le premier motif de consultation. Mais je reste quand même moi un peu
dans une chirurgie d'élite, et bien sûr, quand on présente les résultats, ce sont que des centres qui ont l'habitude de faire énormément de cette chirurgie digestive ou de cette chirurgie endométriosique. Par contre, il faut qu'on fasse attention sur un global, et on a vu dans l'étude Fryens qu'il y avait plus de 1000 patientes par an qui ont une chirurgie digestive. Est-ce que les résultats que tu dis pour la chirurgie sont vrais au niveau global, quel que soit le chirurgien qui opère, et je pense que l'évolution vers les centres experts vers lesquels on va, ou en tout cas, faut pas appeler ça centre expert, mais les filières, puisque ça va s'appeler comme ça, peuvent peut-être quand même essayer d'améliorer, et je pense que le résultat est pas clos. On aura l'occasion avec Gédéon de refaire un webinaire d'ici 2-3 ans sur ce thème, mais peut-être que centré sur ce thème. Mais Paul, tu as peut-être une remarque. On va peut-être passer à l'autre, parce qu'effectivement, on ne peut pas comparer le nodule unique chez la femme jeune qui doit être opérée pour arrêter les dyspareunies et permettre les rapports. Je pense que c'était ça. Mais Hervé, tu as très bien introduit le topo suivant, puisqu'on va parler de l'implantation, et forcément, si on parle endométriose, on va parler adénomiose. Donc, il y a deux intervenants, Florence Leperdier, qui est donc elle également au CHU de Nantes, et Aurélie Amarofet, qui est de Marseille. Bonjour, merci d'être avec nous. Je remercie le laboratoire Gédéon Richer de nous donner l'opportunité de quand même se former malgré les conditions actuelles. Et donc, j'ai la tâche de vous convaincre qu'il existe bien une altération de l'implantation en fécondation in vitro en cas d'endométriose. Et comme on m'a donné seulement 7 minutes pour le faire, vous allez voir que j'ai fait un petit décompte. Donc, dans la littérature, j'ai pu mettre en évidence 6 hypothèses physiopathologiques qui pourraient nous expliquer pourquoi l'implantation embryonnaire est altérée en FIV en cas d'endométriose. Certaines d'entre elles sont des hypothèses plutôt sur le versant ovocytaire ou embryonnaire, et d'autres sur le versant endométrial. Donc, d'un point de vue ovocytaire, on pourrait réfléchir à une dysfonction tout d'abord de la folliculogénèse. On verra qu'il y a notamment une grosse dérégulation de la stéroïdogénèse intrafolliculaire chez les patientes endométriosiques. Deuxième point, une dysfonction possible du cycle cellulaire de la maturation de l'ovocyte lui-même, probablement par l'augmentation connue des facteurs d'inflammation, notamment intrafolliculaire chez les patientes endométriosiques. Troisième point, une altération de l'ADN ovocytaire lui-même, aggravée par la présence de radicaux libres qui pourraient fragiliser l'ovocyte, altérer la qualité ovocytaire et même augmenter la fragmentation embryonnaire au cours du développement. Et pour les 3 autres points, ils sont plutôt sur le versant endométrial, avec, on va le voir, une modification des gènes de l'implantation dans l'endomètre chez les patientes endométriosiques versus des patientes saines. Le 5e point, c'est des modifications qualitatives ou quantitatives des protéines d'adhésion impliquées dans l'implantation chez les patientes endométriosiques. Et le 6e point, on en rediscutera aussi, des modifications immunologiques de ces endomètres pathologiques. Donc ensuite, le décompte continue. Il y a 5 arguments dans la recherche fondamentale qui permettent d'étayer les hypothèses dont je viens de vous parler. Donc évidemment, la recherche fondamentale, elle est foisonnante sur ce sujet, mais j'ai mis là les études qui semblaient les plus abouties ou les plus convaincantes. Donc premier point, les chercheurs ont mis en évidence une augmentation de l'expression d'une enzyme, l'aromatase P450, qui est hyper importante sur la balance entre œstrogène et progestérone au moment de l'implantation, qui est complètement dysrégulée chez les patientes endométriosiques, avec, contrairement à ce qui se passe dans une implantation normale, une résistance à la progestérone et une dominance œstrogénique à ce moment-là du cycle. Deuxième point, une diminution, je vous en ai parlé, de protéines endométriales clés dans l'implantation, dont avec beaucoup d'études, et je vous ai mis là les 3 protéines les plus fréquemment étudiées. Le 3e point, et c'est le petit schéma qui va avec, c'est l'équipe de Burney qui a fait de nombreuses études pour mettre en évidence des profils génomiques d'endomètres au moment de l'implantation. Et donc, il compare ici des endomètres de patientes sans endométriose à des endomètres de patientes avec endométriose modérée et sévère. Et on voit bien qu'il existe une grande différence d'expression de gènes de l'implantation chez les patientes endométriosiques avec une anomalie de ce profil génomique.
4e point, une anomalie de la phase de décidualisation qui est importante au moment de la rencontre embryon-endomètre, comme vous le savez, avec une hyperactivation de certaines protéines kinases qui modifient complètement cette phase-là chez les patientes endométriosiques. Et dernier point, je vous l'ai déjà cité, l'équipe de Tomasetti en 2006 qui retrouve des dosages d'anticorps anti-endogènes endométriaux au moment de l'implantation de façon anormalement élevée chez les patientes endométriosiques. En numéro 4, ce sont les études. Alors, il n'y a pas d'études randomisées contrôlées bien faites sur le sujet, donc j'ai pris en compte des études rétrospectives à grande population ou des méta-analyses. Donc, les 4 les plus probantes, c'est celle-ci, celle de Harvard en 2013, qui compactait les résultats de 27 études observationnelles avec, vous voyez ici, un autre ratio sur les taux d'implantation chez les patientes en FIV endométriosiques versus non endométriosiques significativement diminué avec un autre ratio à 0,79. Deuxième grosse méta-analyse, celle de Hamdan en 2015, 36 études avec des études plutôt de cohorte et là aussi une diminution des taux de grossesse clinique avec un autre ratio toujours à 0,78 avec une diminution des chances de grossesse en cas d'endométriose. Cette grosse étude de cohorte rétrospective sur plus de 350 000 cycles en transfert frais ou congelés sur des registres américains avec ce qu'on connaît à peu près 10% de patientes endométriosiques parmi toutes les patientes prises en charge en FIV qui démontraient avec un autre ratio un peu plus faible une diminution du taux d'implantation en cas d'endométriose. Et dernière des 4 études dont je voulais vous parler, cette étude monocentrique rétrospective sur environ 1000 patientes avec l'ajout d'un paramètre probablement intéressant pour la clinique, donc la comparaison des taux de grossesse clinique chez des patientes tubaires qu'on peut considérer contrôle, endométriose seule, endométriose et adénomiose isolée. Et donc les auteurs démontraient une diminution des taux de grossesse en cas d'endométriose associée à l'adénomiose et d'adenomiose qu'on ne retrouvait pas chez les patientes endométriosiques sans adénomiose. Donc peut-être là une idée que c'est surtout l'adénomiose, comme le professeur Fernandez vient de l'évoquer, qui diminuerait les chances de grossesse chez nos patientes endométriosiques en FIV. Ensuite, 3, preuve par la thérapeutique, c'est-à-dire si on soigne l'endométriose, j'améliore les taux d'implantation et les taux de grossesse, ce qui veut bien dire qu'il y a un impact. Première étude, celle de New en 2013, sur des transferts d'embryons congelés réalisés chez des patientes avec adénomiose, 340 patientes incluses. Et donc, l'idée, c'est de diminuer au maximum l'inflammation de l'endométriose par l'utilisation d'agonistes avant le traitement hormonal substitutif du transfert d'embryons congelés. Et donc, vous voyez une amélioration significative des taux de grossesse, des taux d'implantation, en transfert d'embryons congelés, 32% quand on utilise des agonistes préalablement au THS versus 16% sans. Deuxième étude, c'est plutôt une revue de la Cochrane sur 3 études randomisées contrôlées et 160 patientes. Et là, il s'agissait d'utiliser des agonistes préalablement à un cycle de stimulation puis un transfert frais. Et ce traitement, chez des patientes endométriosiques, améliorait significativement les taux de grossesse clinique versus une stimulation démarrée avec un autre pré-traitement que des agonistes ou pas de pré-traitement du tout. Et 3e point, Stéphane vient d'en discuter. Même si la littérature est controversée, des études montrent qu'une chirurgie d'endométriose, notamment digestive, très inflammatoire, pourrait améliorer les taux de grossesse. Et donc, j'ai remontré cette étude de l'équipe de Tenon et de Rouen qui montrait une amélioration des taux cumulés de grossesse après 3 cycles de FIV pour des patientes avec endométriose digestive qui avaient été opérées versus celles prises en charge en fécondation in vitro sans chirurgie préalable. Il me reste plus que 2 chiffres. Donc, le numéro 2, c'est 2 études sur le modèle très intéressant du don d'ovocytes qui permet de faire la part des choses entre une cause éventuellement ovocytaire aux échecs d'implantation ou une cause endométriale. Donc, cette étude qui avait un très joli design, même si elle est un peu ancienne, c'est en prospectif 120 couples de receveuses avec ou sans endométriose qui étaient appariées et qui recevaient chacune d'entre elles la moitié des ovocytes d'une même donneuse. Donc, réellement, c'était très joli pour expliquer la cause endométriale. Et on retrouvait dans cette étude une diminution significative des taux d'implantation dans le groupe 1, c'est-à-dire quand la receveuse était endométriosique versus receveuse non endométriosique avec les mêmes ovocytes. Et une autre petite étude, mais qui ouvre à la réflexion sur l'équipe espagnole, en comparant les taux de grossesse en don d'ovocytes entre 3 groupes. Groupe 1,
la donneuse ni la receveuse n'avaient d'endométriose. Groupe 2, la donneuse était endométriosique, mais pas la receveuse. Et groupe 3, l'inverse. Et donc, les auteurs retrouvaient une diminution significative des taux de grossesse uniquement quand c'est la donneuse qui était endométriosique, c'est-à-dire peut-être là plutôt une part ovocytaire à l'échec d'implantation. Ils précisaient bien que comme toutes leurs donneuses avaient leur transfert d'embryon congelé ou frais sous-agonistes pour synchroniser les cycles, peut-être que le 60% de taux de grossesse quand la receveuse était endométriosique était masqué par l'utilisation de l'agoniste. Et j'en viens à ma dernière diapositive. Et donc j'espère qu'après 6 hypothèses physiopathologiques étayées par 5 arguments de recherche fondamentale, 4 études sur population, 3 preuves par le traitement et 2 études sur le modèle du don d'ovocytes, vous conviendrez qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Il existe bien une altération de l'implantation en FIV chez nos patientes endométriosiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cette présentation, Florence, et je vais passer la parole à Aurélie qui va nous dire non, il n'y a pas de lien. Je suis ravi d'accueillir Aurélie que j'ai eue il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, comme interne. Et donc, je lui passe la parole. À toi pour ta présentation. Je vous remercie de me passer la parole. Florence Leperlier vous a dit qu'elle avait sa mission qui avait été très bien remplie et je le comprends, étant donné qu'elle a fait une très bonne présentation. Moi, on m'a demandé de parler contre en disant que l'implantation n'altérait pas les résultats en AMP dans l'endométriose, donc je vais essayer de vous présenter quelques diapositives. Donc pourquoi cette question, je ne vais pas revenir dessus. Florence vous a expliqué pourquoi on se posait toute la question de l'endométriose diminue l'implantation, mais en aucun cas, on a parlé de quel type d'endométriose. Aujourd'hui, il y a 2 types de classification. Alors déjà, il y a l'endométriose interne avec l'adénomiose et l'externe. Et dans l'externe, il y a 2 classifications. Donc pour savoir s'il y a un impact sur l'implantation, il faut savoir de quel type d'endométriose nous parlons. Je me suis basée sur l'analyse de la méta-analyse de Horton de 2019, parce que ça prenait donc tous les articles prospectifs qui ont été faits auparavant. Et l'implantation dans la méta-analyse de Horton montrait qu'il y avait peu d'études parce que c'était un critère secondaire de jugement. Et depuis la méta-analyse, il y a eu beaucoup d'articles qui parlent de l'endométriose, bien évidemment, mais surtout en live birth rate, en taux de grossesse, en taux de fausse couche, mais peu sur l'implantation. Dans cette méta-analyse, ils ont analysé l'endométriose en fonction de savoir si c'était une adénomiose, si elle avait été traitée ou pas, s'il y avait des kystes d'endométriose, et en fonction des stades de l'AFS. Qu'est-ce qu'on peut dire? Premièrement, sur l'adénomiose, effectivement, cette méta-analyse nous montre qu'il y a une diminution significative du taux d'implantation. C'est difficile de prouver le contraire, mais si on essaie de pondérer notre discours, la méta-analyse se base sur une sélection de population faite par l'imagerie ou le code DIM. Ils analysent seulement 3 études prospectives qui étudient l'adénomiose en AMP. Il n'y a aucune comparaison avec un groupe contrôle hors AMP. Et il n'y a pas de différenciation en fonction du type d'adénomiose, de l'importance d'adénomiose, puisqu'il n'y a pas de classification reconnue. Ensuite, on passe à l'endométriose non traitée. Il y a une seule étude prospective, c'est l'étude de Ashrafi en 2014 dans une population de FIVXI. Et c'était des patients qui présentaient un kyste d'endométriose de moins de 3 cm, associé ou non à d'autres lésions d'endométriose versus contrôle. Ces lésions ont été mises en évidence en échographie seulement, et il n'y avait pas de différence en termes de taux d'implantation dans la population endométriose non traitée versus contrôle non endométriosique. Par contre, lorsqu'on se passe dans l'endométriose externe traitée, si on se place sur la classification AFS, on a la superficielle stade 1-2, il y a une diminution d'implantation, stade 3-4 aussi. Mais quand on se place du côté de l'endométrium, les études prospectives montrent qu'il n'y a pas de différence en termes d'implantation. Et lorsqu'on se place dans la classification de l'endométriose profonde, il n'y a pas d'analyse du taux d'implantation dans les articles prospectifs. Donc on ne peut pas conclure dans l'endométriose profonde. Donc on s'est posé la question selon le type d'endométriose. Maintenant, quel type d'AMP on peut proposer, puisque la FIV, c'est vaste. Il y a les cycles frais, il y a les cycles congelés. Donc si on fait un premier travail qui est cycle frais versus congelé, a-t-on un impact sur l'implantation? Donc on peut voir que peu d'études étudient le taux d'implantation. Les études montrent qu'il y a une tendance à montrer que les taux d'implantation sont identiques en embryon congelé versus en embryon frais dans toutes les techniques, toutes les indications d'AMP et aussi dans l'endométriose. Beaucoup d'études, effectivement, parlent du taux de grossesse, comme je vous disais tout à l'heure, qui serait en faveur de la congélation embryonnaire et de transfert différé, mais n'analyse pas le taux d'implantation. Enfin, on a le travail de Wu en 2019 qui montrait qu'un taux d'implantation est supérieur en embryon congelé versus en embryon frais
dans l'endométriose sévère. Ensuite, si aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup au taux de grossesse cumulé, c'est-à-dire entre les cycles frais plus les cycles congelés. Et là, on a un article d'une équipe française qui montre qu'il n'y a pas de diminution du taux d'implantation dans la population en FIVIXI entre endométriose et contrôle sur les taux cumulatifs frais et congelés. Donc, on a l'endométriose tout venant versus contrôle non endométriosique qui montre qu'il n'y a pas de différence en termes de taux d'implantation, mais aussi, on voit qu'il n'y a pas de différence en fonction du stade de la maladie, c'est-à-dire en stade 1-2 versus stade 3-4 en termes d'implantation dans le taux cumulatif de grossesse, et ensuite, entre les patientes qui n'ont pas d'endométriose et des patientes qui ont des endométriomes non opérés. Donc, en conclusion, on peut faire deux types de conclusions selon le type de l'endométriose. L'adénomiose diminuerait l'implantation, mais il manque une classification reconnue pour évaluer les taux d'implantation en fonction de l'importance de la maladie. Dans l'endométriose non traitée avec kyste inférieur à 3 cm, l'endométrium traité chirurgicalement, pas de diminution du taux d'implantation. Dans l'endométriose superficielle, l'endométriose sévère, diminution d'implantation, mais quel est le quid de la présence d'endométriose superficielle associée à des kystes d'endométriose? On sait lorsqu'on est chirurgien qu'on ne retrouve jamais de kyste d'endométriose isolé, où là il n'y a pas de diminution d'implantation apparemment, mais on retrouve toujours une endométriose superficielle associée, alors que là on dit que ça diminuerait l'implantation. Ensuite, dans l'endométriose profonde, il n'y a pas d'article prospectif utilisant cette classification pour conclure. Ensuite, selon les techniques d'AMP, il y a un intérêt grandissant du frisol pour l'endométriose pour améliorer les résultats en AMP, et intérêt des taux cumulatifs de grossesse pour vraiment comparer l'endométriose aux autres indications d'AMP en termes de résultats. Je vous remercie. Merci Aurélie de cette présentation. On va donc passer aux dernières questions. Bon, c'est vrai que la difficulté, je trouve, pour répondre à cette question, c'est que dans ces séries, on ne sait jamais s'il y a de l'adénomiose associée ou pas. Et que je pense que la grande difficulté pour interpréter, c'est on peut, je pense, pas interpréter à cause de ça. Alors c'est vrai que cette année, en 2020, il y a 2 classifications de l'adénomiose qui viennent de sortir, d'Exacoustos, l'équipe italienne, et de Malcolm Monroe qui a fait les classifications FIGO pour le fibrome et le Palm-Cohen, avec des nouvelles classifications échographiques qui ont l'air d'être très précises sur l'adénomiose, ce qui veut donc dire que dans nos paramètres d'études, quand on enregistre les endométrioses au long cours, il va falloir impliquer en fait cette classification d'adénomiose pour savoir tout compte fait de quoi on parle. Parce que j'ai peur que vous ayez toutes les 2 raisons. Parce que probablement qu'on ne parle pas des mêmes patientes, parce que vous ne pouvez pas en sortir dans l'étude de toute façon, parce que ce n'est pas vos patientes et puis c'est pas indiqué. Mais je pense que l'évolution de ces 10 prochaines années va être l'intégration de cette maladie adénomiosique, qui est d'ailleurs plus focale que diffuse dans l'infertilité, associée ou pas à l'endométriose. Quelle est votre opinion? Et puis j'aurais une question peut-être générale à tout le monde, parce qu'on n'a pas parlé, c'est la place de la préservation ovocytaire avant de traiter l'endométriose, éventuellement chirurgicale ou pas. Et là, peut-être c'est une réflexion vis-à-vis de Stéphane et Hélène, parce qu'on n'a pas eu le temps de poser des questions. Mais si on a 3 minutes pour que vous me donniez votre avis, et Paul aussi, bien sûr. Quelle est votre opinion, Florence, Aurélie? Du coup, oui, merci beaucoup Aurélie pour ta présentation. Je suis complètement d'accord avec le fait que les études, ce qui convient pas, comme il n'y a pas de bonne RCT, c'est qu'elles sont toulées de méta-analyse et que c'est complètement différent suivant le type d'endométriose. Même si, comme c'était mon job, j'ai fait comme si tout était très bien, mais d'accord. Et oui, bien sûr, nous, en réalité, par exemple, le fait de faire de la congélation systématique et de différer le transfert éventuellement sous agoniste, nous, à Nantes, on le fait essentiellement pour les patients qui ont de l'adénomiose. Et ça veut dire que intellectuellement, on a cette impression que le taux d'implantation, il est altéré presque uniquement par l'adénomiose et pas par la présence d'endométriose. Donc, en pratique clinique, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Nous, on fait du frisol et du transfert sous agoniste quand il y a une adénomiose importante qu'on a détectée à l'IRM ou à l'échographie. On sait quand même qu'il y a un lien entre l'endométriose profonde et l'adénomiose. On a 25% de patients qui ont une endométriose profonde qui présentent une adénomiose. Donc ça aussi, ça fausse les résultats. Et ensuite, je pense que ce qui nous manque dans l'adénomiose, comme vous le disiez, professeur Fernandez, c'est le fait qu'on puisse faire des études prospectives avec une vraie classification et qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Avoir 1 ou 2 données d'adénomiose ou une adénomiose diffuse avec un utérus qui est globuleux, ça n'a probablement pas le même impact au niveau implantatoire.
J'aurais deux commentaires à faire là-dessus. Le premier, c'est comme l'a dit Hervé, c'est le diagnostic. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait énormément d'échographie 3D. Et on a des données qui n'ont strictement rien à voir en termes de cartographie par rapport à l'IRM. Et je répète, l'IRM est un mauvais examen pour arriver à quantifier l'adénomiose en elle-même. Donc la vraie classification, c'est quelle est non seulement la diffusion ou non, mais également quelle est votre technique de diagnostic qui, bien sûr, est extrêmement opérateur dépendant, qui est cette fameuse échographie 3D. Le deuxième, c'est que on va raisonner de deux façons également quand on va parler de l'adénomiose sévère. Donc, à Nantes, vous faites beaucoup de frisoles, mais la question qui va se poser en frais, c'est si on freine trop en préparation par agoniste pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tel que, on n'a pas de réponse ovarienne. On l'altère quand même, cette réponse folliculaire. Et le tout est de savoir ce qu'on fait et qu'on dissocie, comme on l'a dit sur la première table ronde, qu'on dissocie le temps du frais du temps du congelé. Mais effectivement, l'avenir, entre guillemets, c'est-à-dire 1-2 injections de décarotar ou autre pour faire le TEC, à mon avis, là, on n'est plus tributaire de la réponse ovocytaire et on a une vraie réflexion à ce moment-là à avoir là-dessus, sur des formes importantes et éventuellement des échecs. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que les méta-analyses le montrent, il n'y a pas d'indication en cycle frais de bloquer, de faire un protocole long plutôt qu'un protocole antagoniste. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Par contre, là où on se pose la question, c'est en transfert d'embryon congelé ou en ovocyte vitrifié, de pouvoir faire une préparation dans le cadre de l'adénomiose. Ça, oui, par contre, ça a montré un intérêt. Et c'est dans ce seul cas que ça a montré un intérêt. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'autres remarques, Hélène Non, juste pour répondre à ta question, Hervé, sur les indications de préservation de fertilité. Oui. C'est vrai que là, on est en train de travailler dessus avec le SANGOF qui souhaiterait que des RPC soient faites. Ce qui ressort, c'est qu'en cas d'endométrium bilatéraux ou d'antécédents de chirurgie pour endométrium et de récidive, effectivement, il y aurait une indication à réaliser une préservation de fertilité, sans prendre en compte la taille de l'endométrium. En cas d'endométriose profonde, à mon sens, c'est aussi une indication de réaliser une préservation de la fertilité. Par contre, pour l'endométriose légère à modérée, les stades 1, non, bien sûr que non. Là, non. Mais justement, je suis assez étonnée, moi, Aurélie, des données que tu as rapportées. C'est vrai que sur les stades 1-2, les taux d'implantation, alors bon, c'est 1 ou 2 études, étaient sacrément... Oui, mais c'est ça qui est un peu incompréhensible parce que finalement, on nous dit que l'endométrium, il n'y a pas d'impact sur l'implantation alors qu'on pourrait plus le comprendre. Ou dans l'endométriose profonde, puisqu'il y a cette association avec l'adénomiose, et que dans l'endométriose superficielle, on va se retrouver avec un impact sur l'endométriose. Donc, il y a aussi une question qu'il faut se poser, c'est de se dire, est-ce que notre chirurgie n'a pas forcément un impact aussi après, parce qu'il y a des études qui montrent que le fait d'opérer une femme, ça peut diminuer aussi les taux de grossesse secondairement en FIV. Donc, il faut vraiment se poser la question, et je pense que le mot d'ordre pour toutes ces questions un peu compliquées, c'est la RPC. Et aujourd'hui, il faut que ça soit encore quelque chose qu'on pense tous, de se dire que est-ce qu'on fait une FIV, est-ce qu'on fait une chirurgie. Les topos qui ont été présentés étaient brillants. Je pense que c'est une maladie encore où on peut faire de l'individualité en fonction de la plainte de la patiente et de tout un nombre de facteurs différents. Je crois qu'on est arrivé au terme de la discussion parce qu'il fallait respecter. Paul, je te laisse conclure et puis on repassera la parole à Elisangela qui fera une conclusion pour Gédéon. On a vraiment eu 6 exposés vraiment de très bonne qualité. On a une qualité également de transmission de l'information des diaporamas qui est tout à fait bien. Donc, je pense que c'est un succès pour lequel on peut que remercier Gédéon Richter de nous avoir permis de faire cette table ronde sur l'endométriose qui, encore une fois, ouvre beaucoup de perspectives. Donc, comme le disait Hervé, à bientôt. On a encore des discussions à avoir sur cette thématique extrêmement importante et qui pourrit véritablement la vie d'un nombre trop important de femmes actuellement et de couples.
Merci beaucoup, Paul, merci Hervé et merci à tous les orateurs pour ces brillants topos. Vraiment, je viens de recevoir des messages disant c'est vraiment très intéressant. Un grand merci. Nous sommes ravis parce que c'est aussi notre rôle de donner la possibilité en fait pour ces partages de connaissances et pour continuer à faire avancer les choses malgré les contextes qui est très difficile. Comme vous avez dit, c'est une pathologie, l'endométriose, qui pénalise de nombreuses femmes, qui a ces liens très importants, une cause importante d'infertilité et qui mérite qu'on puisse continuer à réfléchir. Et je suis d'accord avec Aurélie quand elle a conclu que l'endométriose, ça donne encore beaucoup de place à l'individualisation. Je pense qu'on n'a pas de réponse définitive à ces trois questions qu'on a posées aujourd'hui. Et l'intérêt, en fait, l'intérêt, c'était de vraiment ouvrir le débat. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu. Je sais que c'est pas facile de défendre une position oui ou non, parce que des fois, c'est pas même ce que vous faites au quotidien. Un grand merci. Je vous donne rendez-vous à tous le 26 novembre, donc la semaine prochaine, pour la 4e et dernière webconférence de la journée Focus. Je vous souhaite un très bel après-midi et à bientôt sur les écrans ou en vrai, si l'on peut. Au revoir. Au revoir.